Bonjour, vous m'entendez bien ou je baisse parce que moi je suis beaucoup plus petite. Ça va comme ça? Non. Alors, euh, il faut. Est-ce que comme ça va mieux? Oui. Bon, bah, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Je suis venue quelques fois à Clermont-Ferrand. J'ai toujours adoré venir à Clermont-Ferrand. Euh, je ne sais pas comment vous faites pour recruter, mais je trouve que les enseignants sont exceptionnels à Clermont-Ferrand. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse d'être ici. Merci beaucoup aux organisateurs. Un merci particulier à Sylvie Seb qui m'a proposé de venir et qui m'a accueillie avec tant de bienveillance et avec beaucoup de chaleur. Donc je suis très reconnaissante d'être ici. Et je vais donc vous parler de quelques travaux sur la représentation des personnages avec un handicap dans la littérature de jeunesse. Alors, pourquoi je me suis intéressée à cette question? D'abord pour quelques éléments de contexte. La littérature de jeunesse, et ça, quels que soient les focus qu'on prend et quels que soient les thèmes, c'est un excellent révélateur des représentations sociales que des adultes souhaitent transmettre à des enfants. Donc, travailler la question des représentations sociales à partir des albums que l'on donnait à voir, avec un choix qui est fait par les prescripteurs, par un choix qui est fait par les auteurs, par les illustrateurs et illustratrices, ça semblait tout à fait pertinent pour essayer de mesurer ce qu'il en est de ce qu'on imagine être le handicap dans une société donnée. C'est pour ça aussi que je ne parle que des albums en France, parce qu'une approche interculturelle, c'est une approche différente. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des albums qui sont édités et diffusés dans un contexte français. Un autre élément de contexte, c'est de se dire combien la question du handicap vampirise toutes les autres questions. C'est assez difficile de s'abstraire de la question du handicap, et notamment pour les enfants les plus petits. On est en train de mener actuellement une recherche sur les interactions entre petits de 2 à 4 ans, et on remarque combien les questions de développement, en psychologie du développement, sont beaucoup plus étayées pour les enfants ordinaires, et que finalement, il y a assez peu de travaux sur, je sais pas moi, l'imitation, la coopération, la communication, le partage, lorsque c'est un enfant avec un handicap. Les travaux sur des enfants avec un handicap, quand ils sont tout petits, restent quand même majoritairement axés sur le handicap. La même chose, la difficulté d'avoir une approche intersectionnelle, c'est-à-dire de prendre à la fois une caractéristique qui pourrait être le genre, par exemple, et une autre caractéristique qui pourrait être le handicap. Le handicap a quand même un peu tendance à prendre toute la place, même s'il y a des différences selon le genre. On voit aussi, toujours dans les éléments de contexte pour les plus petits, combien les premières socialisations peuvent être perturbées en situation de handicap. Toutes les recherches montrent que les petits interagissent bien plus facilement avec des adultes qu'avec des enfants. Pourquoi? Surtout ceux qui sont hospitalisés dès la petite enfance, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir de la rééducation, d'avoir des contacts avec des médecins. Donc ils sont plus habiles dans leurs interactions avec les adultes qu'avec les enfants qu'ils côtoient moins. Et donc, ces enfants développent des capacités à voir passer plein de visages adultes. Ils développent des bonnes capacités de séparation parce qu'ils ont l'habitude, depuis tout petit, à être séparés, à être manipulés aussi
Voilà, il y a les questions aussi qui après vont se transformer en question de la pudeur. Enfin, il y a quelque chose qui est dans la manipulation du corps, etc., qui est quand même très spécifique lorsque des petits ont un handicap. Autre élément, mais dont a parlé Sylvie Seb dans sa présentation, les interactions entre pairs. Il y a des attitudes moins favorables envers des élèves avec un handicap. Ces enfants sont moins choisis comme amis par les enfants ordinaires. Donc, ces quelques éléments-là que je viens de vous souligner, j'en ai choisi quelques-uns, mais il pourrait y en avoir bien d'autres que vous connaissez certainement mieux que moi. Ces éléments de contexte montrent l'importance de l'environnement. Hein, ce que nous rappellent toutes ces études, c'est combien les interactions entre enfants, les liens entre enfants, ça ne va pas de soi. L'inclusion, ça ne va pas de soi. Et on peut, et il est nécessaire, d'avoir souvent la médiation de l'adulte lorsqu'un enfant est porteur d'un handicap. Et en effet, les recherches montrent que ces attitudes ou ce non-choix en tant qu'ami peut être transformé. On peut passer d'une image d'incompétent à compétent par l'attitude de l'adulte qui accompagne ses enfants et par les actions qui sont mises en œuvre par ces adultes pour accompagner le lien social de l'enfant. Et là, je vous renvoie à l'initiative que vous racontera tout à l'heure Aurélie Simoneau. Donc, revenez dans cette salle pour écouter son témoignage. Donc, l'approche du handicap par la littérature de jeunesse, ça fait partie d'une initiative, parmi d'autres, dont vous pouvez vous emparer en tant qu'enseignant, dont vous pouvez vous emparer en tant que soignant, en tant que professionnel de la rééducation, pour parler de cette question avec les élèves et entre les élèves. Et donc, c'était important, non pas de vous dire comment ça se passe, mais juste de vous montrer. Alors là, mon propos va être tout à fait complémentaire avec celui de Pierre qui m'a précédé, parce que lui, il nous a fait un magnifique exposé en entrant dans les albums. Moi, je vais vous faire plutôt des petites touches de façon transversale, sans m'arrêter sur un album en particulier, mais je vais plutôt vous parler des personnages, plutôt que j'ai pas fait le choix de vous parler de 1 ou 2 ou 3 albums en particulier. Tout ça pour mieux connaître ce qui se donne à voir ou à lire dans les livres. Je suis maintenant à l'INSHEA, mais surtout j'ai été 15 ans dans des associations qui accompagnaient les personnes en situation de handicap, et j'avais été frappée, avant de débuter cette recherche, combien on pouvait demander un livre comme un autre. C'est-à-dire que du moment qu'il y avait un personnage en fauteuil roulant ou un personnage aveugle, c'était un bon livre, entre guillemets. Alors certes, ça peut être un bon livre, il n'y a pas de bon ou mauvais livre, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'un personnage ne sera pas identique à l'autre. Et ça, c'est d'avoir un peu fouillé cette littérature qui l'a démontré. Alors le corpus, je vais m'appuyer sur un corpus composé d'albums qui mettent en scène des personnages avec un handicap explicite, c'est-à-dire pas le petit carré parmi les ronds, etc., qui là peuvent faire appel à d'autres types de différences et pas spécifiquement le handicap. Donc avec un handicap explicite ou dans l'illustration ou dans le texte de l'album, donc avec des troubles moteurs, la trisomie 21, surdité, cécité, autisme et troubles 10, avec un personnage humain, des publications de 95 à nos jours, éditeur français, je vous en ai déjà parlé, et avec un corpus d'une centaine d'albums,
Je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité du corpus, mais là, je vous ai choisi des exemples qui me paraissaient significatifs. Alors, on peut avoir l'impression, quand on va les voir comme ça, qu'il y a beaucoup d'albums qui mettent en scène des personnages en situation de handicap. Juste pour vous donner une idée, je suis allée il n'y a pas très longtemps à la BNF pour consulter la base de données Electre. Et en sélectionnant les dates de 2005 à nos jours, en faisant une requête avec le handicap, avec les mots-clés tels que je vous les ai donnés, il y avait 68 albums édités en France. Donc 68 albums qui sont considérés comme mettant en scène un personnage avec un handicap. Si on fait la requête sur les mêmes années avec juste album de jeunesse, on a 45 326 albums. Donc vous voyez le poids de l'exemplarité de ces albums, le poids de l'exemple des images que peuvent véhiculer ces albums, parce que du coup, il y en a plus, et c'est fort heureux, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, il y en a beaucoup plus, mais il n'y en a quand même pas énormément, et ça veut dire qu'ils sont énormément utilisés, ils sont énormément lus, ils sont énormément travaillés, en tout cas donnés à lire et à voir. Donc c'est important, quand on en sélectionne, de vraiment prendre le temps de les regarder, de voir comment on présente la question du handicap. Alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas du tout enseignante. Donc, je suis malgré tout dans les locaux de l'ESP, mais bon, je suis un peu l'intruse. Et je ne vais pas vous parler des questions pédagogiques, mais vraiment, je me place du point de vue des représentations sociales, et plus spécifiquement des représentations sociales du handicap. En partant du modèle théorique de Jean-Sébastien Morvan, Henri Pechler, Henri-Jacques Sticker, Alain Giamy, Denis Jodelet, etc. Juste un petit rappel pour ceux qui sont moins familiers sur la représentation sociale du handicap et comment notamment Jean-Sébastien Morvan l'a travaillé et avait fait un ouvrage vraiment fondateur sur ces questions-là. Donc une représentation sociale, dans ce champ-là, qu'est-ce que c'est ? C'est des images qui vont être associées à partir d'une première caractéristique. On voit arriver une personne en fauteuil roulant. Cette image de fauteuil roulant va nous faire associer de façon inconsciente tout un tas d'autres images qui vont former une espèce de petit kaléidoscope qui vont nous faire imaginer cette personne avec tout un tas de caractéristiques, même si ce ne sont pas ces caractéristiques individuelles et personnelles, mais une image première va nous faire associer tout un tas d'autres images. Comment ça marche ? Alors, par exemple, Jean-Sébastien Morvan avait, en 88, interrogé tout un tas de personnes, travailleurs sociaux, personnes non concernées, etc., et leur avait demandé qu'évoque pour vous l'image de handicap moteur, qu'évoque pour vous l'image de handicap mental, etc. C'est pas tant... là, bien sûr, les réponses sont importantes, mais surtout, ce qui est important, c'est de voir dans les images qui viennent comme ça spontanément à l'esprit de tout un chacun, combien c'est différent le handicap moteur, le handicap intellectuel, mais on pourrait continuer aujourd'hui avec la surdité, la cécité, les 10, etc. Ça, c'est très important de voir que en fonction du trouble, on n'aura pas du tout les mêmes associations d'idées, pas du tout les mêmes images qui vont nous venir en tête. Pour le handicap physique, ça va être fauteuil roulant, tristesse, la visibilité, l'enfance, la fixité, la prothèse technique.
pour le handicap intellectuel, la trisomie, le vide, l'invisibilité, l'enfance, l'institutionnalisation et la prothèse humaine et pas technique. Donc vous voyez combien ça peut être différent. À part l'image de l'enfance qui est transversale, il n'y a quand même rien d'identique. C'est pour ça que c'est compliqué de parler du handicap, mais plutôt des handicaps qui sont mis en scène. Et bien entendu, si je vous dis ça, c'est parce qu'on va retrouver ces mêmes représentations dans les images et les histoires de littérature de jeunesse qui mettent en scène ou un personnage avec un handicap moteur ou un personnage trisomique, etc., etc. On ne va pas du tout retrouver les mêmes images associées, les mêmes représentations en fonction du trouble de l'héroïne. Une autre caractéristique importante et qu'on va voir aussi par rapport aux représentations sociales, c'est Roger Salbreux qui le dit, combien les représentations sont lentes à bouger et sont lentes à se mouvoir. Il insiste bien sur le fait que parfois il faut plusieurs générations pour modifier une représentation, mais on peut avoir des représentations qui se superposent, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée, certaines images, et puis ensuite, avec un apprentissage, des rencontres, des cours, des discussions, etc., on va avoir une autre image. Ce n'est pas pour ça que la première va disparaître, mais on va cohabiter avec plusieurs types de représentations en une seule personne, des plus anciennes, des plus récentes. Et ça aussi, vous allez voir combien dans les albums, on peut trouver des choses du plus ancien au plus récent. Donc pour l'analyse des albums, j'ai regardé pour chacun des albums, donc entre autres caractéristiques, le handicap du personnage, son genre, son apparence, ses qualités, la place dans la famille, la place dans le social, à l'école, les amis, etc. Je vais vous parler dans un premier temps des enfants, des filles et des garçons, et dans un second temps des adultes, des femmes et des hommes. Je vais me placer dans une modeste perspective temporelle, c'est-à-dire que j'essaye de balayer une vingtaine d'années de production. Et entre le avant et après, je me base un petit peu sur le 2005 avec la loi de 2005. Alors bon, c'est très grossier, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas un avant parfait, un après la loi de 2005 parfait, mais c'est pour donner sur ces 20 ans un axe temporel. Alors, qui sont ces personnages dans les albums ? Comment on peut être enfant dans les albums de jeunesse et comment on peut être une fille dans les albums de jeunesse? Alors, dans les albums où la fille est porteuse d'un trouble ou moteur, ou visuel, ou auditif, les fillettes, elles sont très jolies, charmantes, souriantes, avec une apparence physique qui parfois peut renvoyer à des petites filles très espiègles. Vous voyez ici cette petite qui a la tête en bas avec ses petites couettes. Celle-là aussi. Alors toutes les deux sont paraplégiques. Donc ces personnages sont similaires aux autres personnages dans l'album qui les entourent. Et on peut voir, avec ces deux illustrations que je vous ai montrées, combien ce qui est mis en avant, c'est avant tout l'invisibilisation du handicap. Les corps sont harmonieux, bien proportionnés. Jamais, en voyant ces images, on pourrait imaginer que la fillette est paraplégique. Ce qui peut mettre, d'ailleurs, très en colère certains parents qui ont ces albums et qui disent « Mais comment c'est possible de dire qu'une petite paraplégique peut faire des pirouettes, s'accroupir comme ça, etc. » Enfin, qu'ils ressentent comme quelque chose de très difficile à voir. Le
le fait de dire cette fillette est en fauteuil roulant et malgré tout on fait comme si elle était comme tout le monde, voire elle est plus mobile, elle est plus souple, elle danse, elle vole, etc. Donc on cherche à ne pas montrer la question du handicap à travers ce corps. Des fillettes aveugles, comme par exemple dans l'album Zekeye et Maïna. Vous voyez cette petite fille qui a les yeux ouverts, a les pupilles un peu claires, et donc c'est cette petite qui est aveugle. C'est pas son petit copain à côté qui a les yeux fermés, comme on pourrait le supposer quand on voit pour la première fois l'image. Donc là aussi, invisibilisation du handicap. Cette petite aussi, dans les couleurs retrouvées, est une petite fille aveugle qui va partout chez elle, etc. Mais à aucun moment on se rend compte qu'elle a une déficience. Alors je vais m'arrêter un instant sur la spécificité des filles avec une trisomie 21, qui ont là des caractéristiques sexuées plus ambiguës que les autres fillettes que l'on vient de voir. Les filles avec une trisomie 21, elles ont un physique qui est considéré dans les albums de jeunesse où on prône pour les petites filles d'être jolies, voilà, des vraies petites filles avec des robes, des rubans, des parures, etc. Elles n'ont pas du tout cette apparence physique-là. Elles ont, ces petites, déjà des lunettes. Alors, bon, il y a Harry Potter qui a peut-être un peu changé les choses, mais en tout cas, les lunettes, pour une fille, c'est pas encore quelque chose considéré comme très beau en littérature de jeunesse. Elles n'ont pas beaucoup de cheveux, elles ont les cheveux qui tombent, elles sont plutôt habillées avec des salopettes, avec des pantalons, etc. Donc elles ont, en voici une autre, et ça, que ce soit des albums anciens ou plus récents, on reste quand même, sauf un dont je vous parlerai juste après, mais on reste quand même dans une image comme ça, de petites filles avec trisomie 21, qui sont moins jolies, entre guillemets. Alors je ne veux pas débattre ici du beau, etc. Là, je vous parle vraiment de la norme et d'une norme qu'on peut retrouver dans les livres et qui peut être évidemment tout à fait dénoncée. Mais en tout cas, on se rend compte que contrairement aux autres filles, elles ne sont pas du tout représentées de la même façon. Voilà, encore donc Laurette, qui elle aussi a une trisomie 21, qui a un gros pull, qui est en plus un peu fagoté, quoi, par rapport aux autres enfants. Elle aussi, toujours avec les petits cheveux qui tombent, les lunettes. Donc Clara et Bérénice, qui est un album un petit peu plus ancien. Dans des albums plus récents, on voit que le corps peut apparaître ou moins marqué ou plus gai. Hein, vous voyez, celle-ci, c'est une petite fille aussi qui a une trisomie 21. La différence avec les autres albums, c'est que justement, c'est entre guillemets, c'est pas tellement un album parce que c'est une succession d'images de fillettes et de garçons avec un handicap. Donc c'est plus un album documentaire qui, à chaque page, présente une personne différente, avec certes une volonté de réalisme, de enfin montrer des choses, etc., qu'on n'avait pas avant, mais en tout cas, c'est pas une fillette prise dans une histoire ou un album qui pourrait raconter une histoire. Et il y a également Petite Pépite, qui a un album sans parole,
où le corps apparaît plus gai. Voilà, vous voyez, elle est plus souple, plus déliée, mais elle danse. Mais c'est un album familial, si je puis dire, puisque c'est la mère de cette petite fille qui probablement a trouvé qu'il manquait quelque chose dans la représentation et qui voulait donner une autre image, qui a réalisé cet album. Et donc il a été fait quand même avec une intention militante, et c'est pas une représentation juste d'éditeur ou d'un auteur qui ne serait pas concerné. Pour les aides techniques qui participent aussi à la visibilité ou l'invisibilité du trouble, on voit que pour les fillettes, pendant longtemps, on n'a pas vu beaucoup les aides techniques. Vous voyez, la petite fille de tout à l'heure, elle est en fauteuil roulant, mais bon là, ça ne le rend pas très très bien parce que l'image est encore plus grande. Mais vous voyez que le fait qu'elle soit en fauteuil roulant, c'est toujours au loin, c'est très discret, on le voit à peine. Ou alors, ça fait partie de la surprise de la dernière image. Dans Joséphine à la piscine, dans toute l'histoire, on raconte que moi je suis comme tout le monde, j'adore aller à la piscine, dans l'eau, etc. J'adore, je fais des bulles dans mon bain, etc., etc., etc. Et juste à la dernière image, il y a la mention de son fauteuil roulant qui l'emmène partout sauf dans l'eau. Alors cet album, donc, il a une fonction de surprise. On doit refeuilleter l'album pour voir s'il y a des indices ou pas des indices. Après, il est intéressant. Il était même fait avec Handicap International, donc un peu labellisé association. Il n'empêche que dans cet album, Joséphine, qui est paraplégique, elle dit moi je suis comme tout le monde. Dans l'eau, on est tous pareils, et c'est comme ma tante qui a des bourrelets, un tel, mon oncle qui a des poils aux jambes, etc. Et donc quand même, ça met sur le même plan le fait d'avoir quelques kilos en trop ou le fait d'avoir du poil aux jambes, et la paraplégie, ce serait la même chose. Donc là, ça pose aussi question de est-ce que vraiment c'est la même chose, et est-ce que, à force de dire ce sont des fillettes comme les autres, elles sont pareilles, etc., est-ce qu'on n'est pas en train de dire oui, mais comme elles sont pareilles, effectivement, il n'y a pas besoin d'une approche particulière, je ne veux même pas parler de besoin, mais voilà, est-ce que c'est pareil de grandir en pouvant marcher ou en pouvant pas marcher? Et est-ce que c'est pareil de ne pas reconnaître que grandir en ne marchant pas, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire aussi dans l'accompagnement des enfants, de l'entourage, etc. C'est pas pour ça qu'il y a du malheur ou de la tristesse, mais en tout cas, il y a de la différence, me semble-t-il. Et ce genre d'album, c'est un peu dire qu'il n'y a pas de différence, ou en tout cas que c'est mettre sur le même niveau des choses qui ne sont pas du même ordre. Dans les livres plus récents, on voit plus les aides techniques. Alors ça peut être de façon plus onirique. Vous voyez, là, cette petite qui a une clé à la place d'une jambe manquante. Dans le même album de tout à l'heure, très, très, très réaliste, mais malgré tout qui reste didactique, une autre avec une prothèse. Ça, c'est très nouveau. Jusqu'à présent, des enfants avec un membre amputé n'étaient pas du tout représentés en littérature de jeunesse, en tout cas en France. Il y en avait dans les autres pays, mais moi, j'en avais pas vu dans la littérature française, peut-être parce qu'on pouvait considérer que ça pouvait faire peur aux enfants ou que c'était inesthétique, etc. Il y a plein de... Il y a plein d'hypothèses. Il y a des hypothèses de recherche féministe qui disent que les filles avec handicap sont dans une double injonction, c'est-à-dire que non seulement elles doivent être filles et belles comme les autres, mais en plus, il faut qu'elles aient un corps sain comme les autres. Et donc ça, c'est peut-être ça qui fait aussi
qui a des difficultés à représenter des corps de fillettes qui ne soient pas intègres. Pour beaucoup, on a quand même des corps intègres qui sont juste posés dans un fauteuil roulant, comme s'ils étaient assis sur une chaise sans voir du tout de différence dans les membres. Mais malgré tout, dans les albums récents, voilà, il y en a une autre qui a une seule une jambe que l'on ne voit jamais dans l'album. Il y a des aides techniques qui peuvent être plus visibles, aussi pour les filles. Et là aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la fillette est toute de rouge et elle a juste son appareil auditif qui est un peu bleu comme le fond du dessin. Alors certes, on montre plus les aides techniques, on voit plus des corps qui sont non conformes, mais donc on pourrait se dire, bah, tiens, on est dans une espèce de banalisation du handicap, on voit des choses différentes qu'on ne montrait pas précédemment, mais malgré tout, ça reste vraiment des petites filles hyper mignonnes. Enfin, voilà, elle a des grosses lunettes pour montrer qu'elle a un trouble visuel, mais là, on la voit dormir. C'est vraiment l'image prototypique des petites filles qu'on trouve dans les livres, tout à fait charmantes, la petite robe à fleurs, etc. Et elle, c'est la petite dont on voyait le pied valide dans l'image précédente et dont on ne voit jamais l'autre pied, l'autre jambe, alors qu'on sait qu'elle n'en a pas. Donc, vous voyez, ça reste quand même des fillettes très, 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 très adorables et charmantes. Alors, évidemment, la visibilité, c'est pas anodin. Hein. Pierre Sèvres l'a noté tout à l'heure. Lui aussi, il a parlé de la visibilité, invisibilité. C'est quelque chose qui interroge tout de suite. Et il y a aussi une hypothèse, c'est que les élèves... il y a une hypothèse qui est contre-intuitive, c'est-à-dire que les élèves seraient plus favorables à des enfants avec des aides techniques et avec un handicap visible. Pourquoi ? Parce que c'est plus rassurant. Il y a quelque chose que l'on voit et que l'on peut comprendre même au plus jeune âge. C'est vrai qu'une aide technique, on le voit, etc. Et c'est un paradoxe qui a été relevé aussi par Colette Assouline-Piquet et sa collègue qui disait que les corps infirmes sont moins visibles que les atteintes mentales. Le handicap moteur, ce n'est que du dedans handicapé. Et une fois qu'on dépasse un moment de sidération, on découvre du dedans humain, avec lequel on peut établir des relations. Alors que le handicap mental, c'est du dedans handicapé. Et donc là, les relations, la communication est plus compliquée. Je vais passer maintenant aux apprentissages et rapidement à l'école. Alors, il n'y a aucun problème d'apprentissage qui touche les fillettes qui ont un trouble moteur ou sensoriel. C'est intéressant de noter que dans les albums les plus récents, il y a quasiment plus de fillettes avec ces types de troubles à l'école. Comme si la question de l'école était évacuée, on n'a plus besoin d'en parler. Et maintenant, on voit plus des petites filles qui peuvent vivre des aventures, qui est donc le petit chaperon rouge qui ne voit rien. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une très belle réécriture du conte. Et ce sont des fillettes qui sont autonomes et qui vivent des aventures, qui peuvent être toutes seules et qui se débrouillent de situations difficiles, qui font peur, compliquées, etc.
C'est un petit peu différent pour les fillettes avec trisomie 21. Parce que là, elles sont mises dans les albums en situation d'apprentissage. Et il y a des albums où on montre vraiment qu'il faut qu'elles apprennent. Il faut qu'elles apprennent. Le but de l'histoire, c'est de montrer qu'elles sont rentrées à l'école en sachant rien et qu'elles ressortent de l'école en ayant appris à faire des fiches, à écrire leur nom, etc., etc. Et dans certains albums, entre parenthèses, on les met au travail encore plus que leurs camarades, comme s'il fallait absolument qu'elles arrivent à un même niveau d'apprentissage que les autres de la classe. Je vais passer maintenant aux garçons. Parce que, contrairement aux petites filles ordinaires, les images sont assez différentes quand il s'agit des garçons. Ils peuvent être extraordinaires, ça peut être des super-héros, avec des super-pouvoirs. Et alors, c'est intéressant de remarquer que la compétence se pose vraiment là où il y a le trouble. C'est-à-dire que si le personnage est paraplégique, il va être plus rapide que les autres. Si le personnage est aveugle, il va mieux voir que les autres. Enfin, voilà. Donc, à chaque fois, la compensation, la surcompensation va se placer là où, justement, c'est difficile pour le personnage. Mais, voilà, c'est un super-héros et il peut supporter ça. Pour les aides techniques aussi, on a une image beaucoup plus importante des aides techniques. Donc vous voyez ici, dans le cas de Moussa, sur l'image de couverture, c'est vraiment le père qui essaye de trouver un moyen pour que son fils entende et qui lui fabrique son aide technique avec une feuille de bananier. Donc, dans d'autres albums, le fauteuil roulant apparaît sur quasiment toutes les images de l'album, avec un dessin quand même assez massif. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire des garçons ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont moins besoin d'être beaux que les filles ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus forts et que donc ils ont plus la capacité de supporter des aides techniques nombreuses, etc., qui entraveraient le corps, mais qui ne les empêcheraient pas de montrer leur force. Dans certains albums plus récents, les aides techniques disparaissent, et Max, par exemple, n'a pas du tout d'aide technique en étant un petit garçon aveugle. Il n'a ni canne blanche, ni chien, ni lunettes noires, etc., comme on peut voir dans d'autres images. Ce qui est spécifique aux garçons, c'est la rééducation. C'est-à-dire que là aussi, on les met en scène dans des soins, dans de la rééducation, avec des prothèses, même si elle est longue, inconfortable, même si le personnage dit finalement je sais bien que jamais j'arriverai à entendre, jamais, etc. Mais il n'empêche que dans les livres, on voit qu'il va le mercredi chez l'orthophoniste, etc. Donc on a cette question de la rééducation qui est très présente pour les garçons. Avec l'arrivée des troubles 10 dans le champ du handicap à partir de la loi de 2005, ça touche majoritairement des garçons, mais il n'empêche que ces albums montrent des difficultés plus marquées sur les apprentissages fondamentaux. Les livres insistent vraiment sur les troubles. Par exemple, sur la dyspraxie de petit Dagobert, l'auteur écrit « S'il écrivait, sa main se crispait sur la feuille, les lettres se tordaient, la sueur inondait son stylo qui glissait. Il recopiait laborieusement un paragraphe pendant que les autres expédiaient 2 pages. De plus, personne ne parvenait à déchiffrer son écriture. » Donc vous voyez combien là, on a une description réaliste des troubles et des difficultés de cet élève.
On a donc pour les garçons des aides et des aménagements qui sont plus importants que pour les filles. Et on a parfois des petits manuels de la compensation pour dire, ben voilà, il a ça, qui va lui permettre d'apprendre à lire, etc. Ils ont aussi plus d'aide humaine, et ça se rapproche vraiment des recherches en général sur les exigences des enseignants vis-à-vis des garçons. Marie Durubella, par exemple, a montré que les garçons, que les enseignants étaient plus attentifs aux garçons, qu'on pensait qu'ils avaient plus de capacités, et donc il y avait de plus grandes exigences. Donc on peut se demander si ces aides techniques, ces aides humaines, toutes les compensations qui sont mises à voir dans les albums de jeunesse ne reflètent pas cette exigence supplémentaire vis-à-vis des garçons par rapport aux apprentissages. Comme on est bien sûr qu'ils vont finir par apprendre, et ben du coup, on va donner les moyens pour que ces garçons puissent apprendre et réussir à l'école. Alors, on retrouve vraiment, comme miroir de la société, ce que dit Serge Thomaset quand il dit que les enfants avec des troubles moteurs et visuels sont déjà à l'école et que les enfants avec des troubles intellectuels et cognitifs ne sont pas à l'école. Ces albums récents qui mettent en scène des élèves avec des troubles 10, avec des troubles autistiques, sont les élèves pour lesquels on est encore en train de travailler l'accès à l'école. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour que des enfants autistes aillent à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des grandes affiches placardées, etc. Les enfants avec des troubles 10 sont entrés dans le champ du handicap il y a finalement pas si longtemps. Donc là, ces albums accompagnent de nouvelles reconnaissances, de nouvelles façons de vivre et de procéder. On veut montrer que c'est possible et on veut surtout montrer comment on peut y arriver. Je vais vous passer la synthèse. Je vous avais fait une petite synthèse sur les évolutions, mais comme je vous l'ai dit au fur et à mesure, c'est peut-être pas la peine. Je vais quand même juste vous dire combien, dans certains albums plus récents, on voit la capacité des enfants à se rêver, à rêver leur déplacement, leur mobilité, et ça sans entrave. C'est presque paradoxal de constater que dans pas mal d'albums récents qui mettent en scène un personnage avec un fauteuil roulant, et ben ce personnage vole. Hein, il est toujours dans les airs. Alors comme si on voulait dire par là, enfin voilà, faire en sorte que donc là c'est petit René qui s'envole. Donc il est sur sa licorne. Là, c'est une jeune fille aussi. Bon, dans l'album, on ne sait pas trop ce qu'elle a, probablement un polyhandicap. En tout cas, elle n'est jamais debout. Et elle aussi, elle vole sur cette fleur, etc. Donc, c'est comme si on essayait d'enlever ce qu'on pouvait imaginer comme quelque chose de pesant par rapport au fauteuil roulant. Ce qu'on voit aussi dans les albums chez les petits, avec des petits, de façon plus récemment, c'est un renversement sur le rôle du personnage. Pendant longtemps, le personnage avec handicap était ou le faire-valoir d'un gentil camarade qui va montrer combien il est gentil, d'aider, de devenir ami, etc., avec un pauvre petit avec un handicap. Ou alors on montrait le renversement de la famille. Enfin voilà, une meilleure acceptation
du personnage par le social. Mais ce personnage n'avait pas grand-chose à dire par lui-même. En tout cas, on ne lui donnait pas tellement la parole. Ça, par rapport à l'école, par exemple, il y a un album qui s'appelle Nelly, une grande sœur pas comme les autres, où là, l'institutrice explique pendant que la petite trisomique 21 n'est pas là, à ses camarades comment il faut être, comment il faut faire, on va l'accueillir, on va préparer, etc. etc. Il y a un album beaucoup plus récent, qui là aussi est un album associatif, donc certainement qui veut renverser les représentations sociales, où c'est donc qui est Florian, mon grand frère, pas comme les autres, quelque chose comme ça le titre, où là c'est Florian qui va expliquer à la classe sa trisomie 21. Et non seulement il explique à sa classe sa trisomie 21, mais en faisant ça, en fait, il devient expert. Il a une compétence que d'autres albums ne montrent pas, c'est-à-dire qu'on ne montre pas forcément comment l'enfant avec handicap peut avoir une compétence. Là, on se dit, même s'il a, mettons qu'il n'ait pas de compétence, ce qui est faux, mais enfin, ce qui est impossible, mais mettons, il a au moins la compétence de son handicap. Donc, là, on a au moins la mise en scène de la compétence de son handicap. On est vraiment là dans les disability studies. Hein. C'est je prends en charge ma situation, je prends en charge ma parole. C'est toute la démarche de la pair-émulation, etc., l'apprentissage par les pairs, etc. Donc là, on voit vraiment comment ce petit, avec ses mots, peut dire à la classe, eh bien oui, je suis trisomique 21, la trisomie 21, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, ça reste un album pour enfants, vous pensez bien qu'il est applaudi par tous, bravo, bravo, il devient l'ami de tout le monde, etc. Mais voilà, il acquiert des compétences, et il acquiert aussi les compétences, par exemple, c'est lui qui va défendre sa sœur, alors que c'est une image qu'on ne voyait pas, c'était plutôt le héros valide, ordinaire, qui allait défendre le pauvre petit malheureux avec un handicap. Là, non, là, c'est lui qui va défendre sa sœur, qui est en difficulté avec d'autres enfants de la classe. Donc voilà pour les petits. Pour les adultes, parler de l'enfant, c'est parler aussi de l'adulte en devenir. Et vous allez voir que c'est encore difficile d'être adulte avec un handicap dans la littérature de jeunesse. On se rappelle, les petites filles avec des troubles moteurs toutes mignonnes, avec des petites robes, etc., etc., on aurait pu penser qu'elles allaient grandir et devenir femmes, d'avoir d'autres rôles aussi dans cette littérature. Eh bien, en fait, pas du tout. En mettant en scène des adultes, en fait, le handicap reprend toute la place. Il revampirise l'entièreté des personnages. Et par exemple, on voit des femmes, celle-ci a un pied beau, donc elle est très sympathique, mais elle ne correspond pas du tout aux critères de femmes, de jolies femmes qu'on peut voir dans les albums qui parlent d'autre chose. Il y en a une qui est très belle, mais c'est une sorcière. Donc, vous voyez, où on est un peu disgracieuse, où on est sorcière. Mais voilà. Et surtout, ce qui est important, me semble-t-il, c'est de se rappeler que Christian Bruel, en 2012, écrivait combien le rôle de la mère était important en littérature de jeunesse, que c'était le rôle de la femme adulte par excellence. Il disait « L'un des grands drames du livre de jeunesse contemporain, c'est que, quels que soient les éditeurs, quels que soient les titres, quelles que soient les qualités que l'on puisse trouver, le féminin est toujours rabattu sur la maternité. Il n'y a de femme dans les livres de jeunesse que mère. » Et bien justement, c'est le rôle que ne tiennent quasiment jamais les femmes avec un handicap en littérature de jeunesse. Il y en a quelques-unes, mais vraiment très peu. Mais alors, vous allez voir quand même quelle image. C'est maman amène un gâteau et papa bricole derrière. Et c'est un livre fait par un éditeur associatif qui voulait promouvoir la surdité.
Donc vous voyez que quand je parlais tout à l'heure d'intersectionnalité, en fait, que la question du handicap n'empêche pas le sexisme et que cette pauvre mère, non seulement elle est un peu disgracieuse, mais en plus elle a quand même des rôles très très traditionnels et elle doit faire les gâteaux pendant que papa bricole. Alors, ce qui quand même interroge, parce qu'on peut se dire ces femmes dans les livres qui sont pas mères, est-ce qu'elles ont par ailleurs un rôle social, un rôle professionnel, quelque chose? Eh bien non. Non, en fait, la réponse des livres, c'est qu'il y a très peu de femmes qui ont un handicap. Donc c'est le vide. La réponse, c'est le vide. Alors que on pourrait se dire que si elles n'ont pas de travaux domestiques, si elles n'ont pas les enfants à s'occuper, si elles n'ont pas de travail, on pourrait les voir dans d'autres choses. Ça pourrait être l'occasion de faire marcher à plein la créativité pour montrer autre chose, d'autres voies, d'autres façons de vivre. Enfin, je ne sais pas, qui soit pas forcément la norme. Je me marie, j'ai un enfant, j'ai un travail, etc. Il peut y avoir d'autres chemins. Et bien en fait, ces femmes, elles ne sont pas montrées dans cet autre chemin. On peut parfois être grand-mère, mais alors, vous allez voir, pas n'importe quelle grand-mère. Voilà la grand-mère. La grand-mère, on dirait qu'elle a 15 ans. Alors, elle est sourde aussi. Alors, est-ce que c'est la surdité qui rend jeune et belle? Je ne sais pas. Il y a la représentation sociale de la surdité qui est associée à la langue des signes, qui est associée à une image de beauté pour les femmes, de danse du corps, de quelque chose comme ça, de très aérien. Alors, est-ce que c'est cette représentation qui a marché à plein pour représenter cette grand-mère? Et en plus, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la dessiner. Parce que regardez l'autre grand-mère. L'autre grand-mère, elle est un peu plus ronde, elle a les lunettes demi-lune, elle a les cheveux un peu plus blancs, etc. Donc, on ne peut même pas dire, mais tiens, malheureux illustrateur qui ne sait pas dessiner des personnes plus âgées. Non, il sait très bien dessiner des personnes plus âgées, mais vous voyez là, la grand-mère sourde, silhouette de 15 ans, et la grand-mère, quoi, comme on peut les trouver en littérature de jeunesse. Il y a aussi des personnages plus âgés, mais là qui sont plus dans quelque chose qui serait de l'avancée en âge, donc des femmes qui pourraient avoir des troubles visuels qui deviennent aveugles, donc, où on nous raconte que mamie est devenue aveugle, mamie a eu telle maladie, etc. etc. Donc c'est ce qu'on voit majoritairement. La majorité des personnes avec un handicap, si on regarde les sources de l'INSEE, c'est quand même les handicaps qui arrivent avec l'avancée en âge, donc perte auditive, dégénérescence maculaire, etc. Mais qu'est-ce que disent les albums? Certes, vous voyez cette image-là où tout le monde... voilà, il y a mamie, papy et le petit-fils sur les genoux. Ils ont l'air de tous rire, etc. Ils sont très heureux. Ils sont très heureux, certes, mais que dit le texte? Le texte dit « Je sais aussi que toutes nos aventures aident bien ma mamie et que grâce à tout ce qu'on vit, elle oublie un peu qu'elle est assise sur une roulette. » Donc, ce n'est pas très gai d'être assise sur la roulette, parce qu'elle, elle a besoin d'oublier qu'elle est assise sur une roulette. Donc, ce n'est pas comme si, la grand-mère, effectivement, image très, très heureuse de la famille qui est en vacances, qui se prend la pluie, etc. Mais voilà, on nous dit quand même que, bon, certes, c'est bien, mais que ça serait mieux si elle n'était pas sur ces roulettes. Donc même en vieillissant, on n'est pas exemple d'image qui nous dit que le handicap, c'est pas très enviable. C'est pas très enviable pour les enfants, c'est pas très enviable pour les femmes, c'est pas très enviable non plus pour les personnes plus âgées. Donc j'en viens à parler des hommes maintenant. Alors
Alors pour les hommes, c'est un peu comme pour les femmes adultes, c'est-à-dire qu'ils ont des physiques un peu disgracieux. Donc vous voyez là un homme qui est aveugle, qui n'est pas représenté comme un top modèle. Et les hommes sont souvent toujours représentés comme ça, ou alors ils peuvent faire peur. Hein, ils ont des faciès où la première rencontre, ça va être une rencontre qui va faire peur à l'enfant qui va le regarder, et l'enfant va devoir appréhender cette personne pour comprendre que derrière ce masque un peu effrayant se cache une personne hyper douce, hyper gentille, etc. Donc les hommes, ils sont pas forcément représentés sous des traits toujours dans la norme, hein, très esthétiques. Mais même s'il n'y en a pas beaucoup, on peut plus facilement être père dans les albums. C'est-à-dire que j'avais fait un petit comptage et je m'étais rendu compte que pour les albums qui mettaient en scène un homme avec un handicap, il y avait les 3/4 des albums quand même qui, à un moment donné de l'histoire, pouvaient ou le montrer ou envisager une vie conjugale, une vie de père ou une vie de grand-père. Donc là, c'était très différent des femmes. Lui, par exemple, et donc pendant tout l'album, on voit qu'il a une cécité, etc., et se fait opérer. Mais le petit garçon devient son ami, et ce petit garçon qui, bien opportunément, a une maman célibataire, eh bien, les deux personnes vont se rencontrer, et l'homme aveugle finira par épouser la maman célibataire. Donc vous voyez comment les albums peuvent mettre en scène la possibilité d'une vie amoureuse et d'une vie conjugale pour les hommes. Pareil, ils sont représentés plus souvent avec un métier, et plus souvent avec un métier valorisant. Par exemple, ils peuvent être au cirque. Il peut y avoir le Père Noël aussi. Alors ça, c'est quand même très valorisant pour les albums avec les petits, de montrer le Père Noël qui est devenu sourd, mais ça n'empêche, c'est le Père Noël qui a un handicap. Il peut être chef d'orchestre, etc. Donc on voit quand même des hommes, même s'il n'y en a pas énormément, mais qui ont une vie conjugale, une vie professionnelle, qui peut s'épanouir avec et malgré la situation de handicap. Alors, pour les femmes et les hommes, donc ils sont peu nombreux. Par rapport aux enfants, donc ils ont un physique plus disgracieux, ils ont des aides techniques plus visibles, des troubles plus sévères, mais surtout ce qui est important, c'est qu'ils ont peu d'interactions avec d'autres adultes. Ils ont pas mal des interactions avec des enfants, mais on les voit peu avec d'autres adultes. Et je voulais insister sur cette difficulté à être adulte dans ces albums, en faisant un petit détour par la voie narrative. Alors, la voie narrative, on remarque dans les albums que, quel que soit le personnage central qui est mis en scène, il peut y avoir la voix narrative de ce personnage ou la voix narrative qui est portée par un autre personnage. Et on se rend compte que d'une part, il y a quand même très peu d'albums qui donnent la voix narrative aux personnages en situation de handicap. C'est toujours c'est souvent un autre qui parle à sa place. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, mais assez rarement on donne la voix narrative aux personnages. Et quant aux femmes, on peut se demander s'il y a quand même des personnages adultes pour lesquels la voix narrative c'est un enfant, des personnages avec handicap pour lesquels la voix narrative ce sont des personnages ordinaires, et des personnages féminins pour lesquels la voix narrative c'est un personnage masculin. Il y a des albums qui cumulent les trois, et on voit des femmes adultes avec handicap dans des albums où la voix narrative est portée par un petit garçon ordinaire.
donc enfant, masculin et sans handicap. Donc là, on peut quand même s'interroger par rapport à ce qu'on peut ressentir ou voir quand c'est un enfant qui parle à la place d'un adulte, et reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur les représentations sociales et de l'image prégnante de l'enfance qu'avait déjà rappelé Jean-Sébastien Morvan. Voilà, donc je vais aborder pour les minutes qui me restent quelques points comme ça de discussion, conclusion. Après, bien sûr, vous allez prendre ça avec tout ce que je vous ai dit, avec toute la richesse de votre parcours, de vos connaissances, de ce que vous avez pu voir, entendre à propos de ces albums. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que malgré des avancées, vous avez vu qu'il y en a. En 20 ans, on a quand même changé pas mal les représentations des enfants. Il y a des choses qui bougent. Il y a moins de dichotomie entre les petits, entre les filles et les garçons, même s'il en reste entre les femmes et les hommes. Mais en tout cas, les caractéristiques des petits enfants et garçons tendent à se rejoindre, que ce soit dans les rôles, que ce soit dans leur place dans l'histoire ou dans la façon dont ils sont dessinés. Mais quelle que soit la représentation, que le personnage soit acteur ou qu'il soit passif, qu'il ait tel ou tel type de handicap, qu'il soit dans un environnement scolaire, dans un environnement amical, en famille ou avec des amis, on est encore très loin de la banalisation du handicap. Quasiment tous les albums mettent en scène le handicap, et le handicap avant tout, avec une intention souvent didactique, alors plus ou moins appuyée, selon les auteurs et selon les albums, mais quand même ça reste que le sujet principal. C'est très très rare de voir un héros avec un handicap qui vit une aventure qui n'a rien à voir et dont on ne dit rien de sa situation. Et ça, j'insiste parce que on sait dans les études sur l'annonce du handicap, sur la réactivation du handicap à un certain moment, comment des moments de transition tels que vous les vivez, c'est-à-dire les moments d'entrée à l'école, les moments de je vais passer à mi-temps dans un établissement, etc. Combien ces moments de transition réactivent le handicap. Et du coup, on est dans des moments vraiment cruciaux quand on est enseignant, parce que c'est des moments où peuvent réaffleurer toutes les questions, tout ce qui est, toutes les différences qu'on peut voir par rapport aux autres élèves, etc. Et en plus, on a des albums qui ne mettent en scène que le handicap. Et du coup, il y a des enfants à qui on peut demander « Tiens, tu veux lire un album ?» et tout, qui disent « Non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout », qui ne veulent absolument pas en entendre parler. Il y en a d'autres qui adorent, et il y en a d'autres qui les prennent, même si on a l'impression qu'ils ne veulent pas regarder, mais ils le gardent. Il y a Régine Selle qui disait que dans une de ses consultations, elle est psychologue clinicienne, elle avait donné un album avec un personnage avec un handicap à un petit garçon, et que le petit garçon, il avait fait mine de ne pas s'y intéresser, il l'avait pris, et en fait l'album, il l'avait mis sous son oreiller ou sous son lit, mais il ne l'a jamais lu. Et quand elle lui avait dit « tu me le rends », etc., il lui a dit « non ». Donc ça veut dire que quand même cet album, il avait une fonction pour lui, très importante, même si ce n'était pas le moment pour lui d'aller voir et de regarder ce qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, ça avait un sens. Donc le handicap prend souvent toute la place de l'histoire, et pour reprendre encore ce que je disais sur la vampirisation, des fois il prend toute la place de l'histoire, mais il prend aussi tout le nom. Par exemple, vous voyez là, Roland Rouleur. Roland Rouleur, son nom de famille, c'est devenu sa caractéristique du handicap. Et ça, il y en a d'autres comme ça. C'est-à-dire que le nom de famille est remplacé par le type de handicap.
Et ça, on pourrait se dire, bah, c'est vieux, etc. Non, non, c'est pas si vieux parce que ça, on le voit avec peut-être moins comme ça de présence, mais regardez, Petit Soleil, La voiture de Petit Soleil, c'est un album récent de 2013. Petit Soleil, il est autiste. Et alors, Petit Soleil, il s'appelle Petit Soleil. Alors que les autres enfants de l'école, ils s'appellent, je ne sais pas moi, Léa, enfin voilà, ils ont des prénoms. Et lui, il a un nom étrange qui caractérise son étrangeté. Alors ça ne va pas forcément, il ne s'appelle pas Petit Autiste, mais il s'appelle quand même Petit Soleil. Donc on reste comme ça sur quelque chose où le nom de famille prend toute la place. Et je vous rappelle notamment pour des garçons, où dans notre culture, le nom de famille est transmis par les garçons et ils conservent et ils transmettent le nom de famille. Donc là, il n'y a plus rien à transmettre. Il n'y a plus rien à transmettre. Et là, on retrouve ce que disait Simone Korfsos sur le handicap et sur l'arrêt de la filiation. Que l'irruption du handicap dans une famille, c'est se dire, eh ben voilà, il n'y a plus de suite générationnelle. Hein, et je trouve que des indices comme ça, dans les albums, ça nous montre bien ces représentations-là. Donc vraiment, je vous invite à lire Le Miroir brisé. Je pense que vous l'avez lu pour beaucoup. Mais en tout cas, pour ceux qui auraient encore le bonheur de ne pas l'avoir lu et de pouvoir le découvrir, je vous invite vraiment à lire Le Miroir brisé de Simone Korfsos, qui raconte voilà, comment elle travaille auprès des enfants avec un handicap et qui parle de ces questions de filiation impossible. On voit quand même une évolution dans les albums plus récents, où des personnages peuvent avoir une vie conjugale qui est possible, une vie amoureuse. Donc là, la petite Alice, elle est dans les bras de son amoureux, elle est paraplégique. Bon, évidemment, on ne voit pas qu'elle est paraplégique, mais elle a un amoureux et on a quand même des albums récents qui racontent les amitiés, les amours de personnages avec un handicap. Mais, c'est pas si simple. Parce que dans plusieurs cas, et dans beaucoup de cas, le personnage va être en lien privilégié d'amitié ou d'amour avec un autre personnage, mais ça va être quand même un autre personnage qui a une faille. Alors c'est peut-être pas la même faille qu'une faille du handicap, mais c'est une vulnérabilité. C'est le petit qui est immigré, qui parle pas français, etc., qui va tomber amoureux de la petite fille avec un handicap. Hein. C'est vraiment deux rencontres de vulnérabilité qui là se rencontrent et se trouvent. Et donc, c'est probablement très bien. Mais ça veut dire que quand même, on est encore loin d'un choix amoureux pour des enfants avec un handicap par quelqu'un de plus populaire, un autre personnage qui serait envié par tous et qui irait choisir celui ou celle avec un handicap. Non, on reste quand même dans quelque chose de la vulnérabilité. Là, j'avais été très touchée par les travaux d'Emmanuel Veslo à ce propos-là, parce que lui racontait comment, en tant que d'abord éducateur, et puis ensuite il était directeur d'une institution, et que comment, en étant pas très grand, un peu malingre, un peu... enfin, voilà, il ne se sentait pas, lui, homme. Enfin, en tout cas, il ne se sentait pas avec tous les attributs masculins qui étaient valorisés. Et il se disait, moi, je pense que c'est à cause, grâce au fait que je me sentais un peu plus fragile, un peu plus efféminée, un peu moins l'homme qui arrive et qui se pose. C'est pour ça que j'étais en relation si facile, si fluide, et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec les résidents avec lesquels je travaillais. Donc là, on retrouve ça. Enfin, il me semble qu'on retrouve cette sensation de vulnérabilité qui fait qu'on va pouvoir se sentir à égalité et en lien avec quelqu'un pour lequel on pense qu'il a lui-même une vulnérabilité. On reste quand même s'il y a un futur possible,
dans une image qui reste encore de l'enfance. Alors, je vous prends pour exemple un album qui met en scène un enfant avec des troubles 10. Alors, il a des images... D'accord. J'arrête dans 1 minute. Donc, il a des images... on voit ces images où c'est des traits très simples, très simplifiés, des couleurs vives, etc. On se dit, c'est parce que c'est pour aider à la meilleure compréhension. Un album qui parle des troubles 10, il est fait pour les troubles 10. Mais pas du tout, parce que si vous voyez le texte qui accompagne l'album, même sans trouble 10, on a du mal à le lire, tellement la typo est compliquée. Donc vous voyez que là, on a une différence entre l'image très simplifiée et le texte assez complexe. Ça veut dire qu'on est quand même là dans les images de l'enfance. Je voulais juste vous parler 1 seconde de la liminalité. Et la liminalité, c'est Robert Murphy qui en parle, et c'est d'être entre deux. On n'est ni dehors ni dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on a un handicap, on n'est pas dehors, pas dedans. Et il me semble que les femmes qu'on voit dans ces albums, elles sont vraiment là, dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mères, mais elles ne sont pas professionnelles. Voilà, elles sont entre deux. Et on voit vraiment le vide et l'impensé qu'on a dans le social, sur toute la maternité des femmes avec un handicap, qu'on ne veut pas beaucoup voir. On a encore des stérilisations forcées au jour d'aujourd'hui en France. Donc la question de la maternité des femmes avec un handicap, surtout intellectuel, est une question vive. Donc là, on voit ce manque, alors qu'on sait très bien que les enfants sont là, et les femmes, et y compris de femmes avec un trouble intellectuel. Donc vous voyez comment la littérature de jeunesse met en scène les questions qui se posent, et aussi celles qui se posent, mais d'une autre façon, en essayant de pas en parler. Voilà, donc écoutez, je vais arrêter. Encore une dernière phrase. Donc dans ce parcours-là que j'ai essayé de vous décrire, on a vu la grande variété des représentations, les questions vives et les trous noirs. Et j'insiste donc sur l'importance de diversifier les sources. Il ne s'agit pas de prendre un album et de se dire qu'on a réglé la question du handicap avec un album. Vous avez vu combien les albums étaient diversifiés, différents, et combien il était important de donner à voir le maximum d'images pour pouvoir proposer quelque chose. Et puis, l'importance aussi d'accompagner, de bien connaître les albums qu'on montre, et d'accompagner les enfants dans leur lecture. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.